Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors dans cette deuxième partie, je voulais aborder un petit peu la relation entraîneur-entraîné, le mental des joueurs. Et tout d'abord, je voulais savoir ce que ça t'inspirait comme terme, le mental, pour toi. Mais pour moi, le mental est une partie aussi importante que toutes les autres parties du puzzle de la performance. J'aime pas, là, entre guillemets, les modes qui vont dire, tiens, il y a des modes, à un moment donné, c'était la préparation physique, maintenant c'est plus, voilà, dans la tête. La performance se résume pas que simplement l'aspect mental ou l'aspect technique. Donc voilà. Et la préparation mentale, ça a beaucoup évolué, parce que, par exemple, moi, j'ai toujours très tôt travaillé avec un préparateur en tant que joueur et j'ai tout de suite intégré des préparateurs mentaux avec mes joueurs. Ça a été une constante, mais à certains moments, quoi, voilà, c'est toujours pareil, c'est le dosage. Il y a un aspect important que je vais exposer, c'est il faut faire aussi attention, et c'est pas que pour la préparation mentale, c'est de toujours amener trop vite une solution à une problématique au joueur. C'est-à-dire que le joueur doit être capable d'aller chercher des ressources avant d'aller chercher l'exercice. Toi qui maintenant travailles au Canada, aujourd'hui, quand on parle de mental en France, c'est parfois mal compris et aussi la préparation mentale reste un tabou encore en France. Est-ce que toi, tu vois la différence dans l'état d'esprit et dans la manière d'aborder le mental Canada et la France? Alors, effectivement, dans le monde anglo-saxon, que ce soit des coachs ou en entreprise, des coachs en préparation mentale pour la performance, c'est à la limite, ils ne se posent même pas la question. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, tiens, si vous utilisez ça, mais pourquoi, quoi. Alors qu'en France, ça a évolué, hein, on est d'accord. Je pense que il y a une évolution, mais c'est encore, c'est comme le sport. Aussi en France, hein, de façon générale, hein, le sport dans l'éducation nationale ou dans la place dans la société, c'est-à-dire que tiens, tu fais des sports, bon, c'est accessoire, quoi. Et c'est un peu la même chose pour la préparation mentale, mais c'est en train de rattraper parce que pourquoi dans le monde anglo-saxon, je dirais qu'il y a un peu moins de tabou avec forcément la préparation mentale. On peut pas, une personne, on ne peut pas la disséquer. Une personne, c'est un tout. Un athlète, c'est un tout. Donc forcément, il y a le corps, le cœur, l'esprit. Et forcément, il faut, voilà, comme je disais auparavant, avec un dosage, voilà, un bon dosage, il faut tout travailler. On ne peut pas se permettre de travailler qu'une seule chose. Donc la préparation mentale, même l'entraîneur tennis, de toute façon, on en fait naturellement quand on dialogue. Voilà, c'est la préparation mentale. Donc il vaut mieux, je disais, avoir des connaissances, mais après, il faut s'entourer de personnes qui ont l'expérience, voilà, des spécialistes, et après on travaille ensemble. Est-ce que tu vois une différence dans l'état d'esprit d'un joueur français et d'un joueur canadien? Alors, je dirais, puisque donc mon expérience, parce je vais parler que ce que j'ai pu vivre. Donc, j'ai entraîné Vacek Pospisil, qui lui vraiment est anglo-saxon parce qu'il est canadien, mais du côté anglo-saxon de Vancouver. Donc là, peut vraiment voir le décalage entre les joueurs. Donc, j'ai entraîné Jérémy Chardy, Caroline Garcia, ça c'est des joueurs français. Si je fais un comparatif et aussi un comparatif avec le système, c'est que moi j'étais aussi dans les pôles France, à l'INSEP, j'ai été joueur, donc je suis un joueur français, la mentalité française, je la connais puisque je suis moi-même français. C'est-à-dire que la différence, déjà, c'est dans le système. C'est-à-dire que les anglo-saxons, ils n'ont pas de barrière à utiliser des ressources extérieures à un système. C'est-à-dire qu'ils restent à l'échelle de petits bateaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources externes pour arriver à la performance. Alors qu'en France, c'est plutôt, il y a un système, on fait à l'intérieur du système et le bateau, il est un peu plus long. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des mauvais résultats, hein, parce que la Fédération française, en termes de tennis, a toujours été dans le top 3 des joueurs, du nombre de joueurs dans le top 100. Par contre, en termes de moyens dépensés et des top résultats, voilà. Par contre, on peut dire la réalité qu'on n'est pas forcément aussi performant que d'autres petites structures qui, avec moins de moyens, arrivent à produire quand même des résultats au moins équivalents et voire meilleurs. Donc, cette souplesse d'utilisation des ressources. Et après, c'est aussi dans la mentalité, c'est d'investir, voilà, je dirais, pour les joueurs étrangers. Alors ça, c'est peut-être lié par rapport au fait que la Fédération française est très bien organisée. On a la chance d'avoir un grand chelem, donc des ressources qui sont mises à la disposition très tôt par rapport à des jeunes. Mais là, donc ça, c'est positif. Mais ça pour moi, j'ai quand même vu des choses négatives. C'est-à-dire que quand je discutais ou quand je voyais par mon expérience et quand je voyais les joueurs anglo-saxons, eux, ils investissent. Ça prend pas trop de temps à comprendre qu'à un moment donné, ok, je crois en mon projet.
et je vais investir et je vais prendre le temps de choisir les bonnes personnes. Alors qu'en France, ce processus, il est un peu plus difficile, quoi. D'accord, donc ils attendent pas de la fédération spécialement, ils mettent en place des choses de leur côté pour faire évoluer leur enfant, quoi. Voilà, ils ont cette habitude voilà, d'investir, voilà, d'investir pour un projet, alors qu'en France, on est un peu, c'est un peu, voilà, c'est le côté confort, notre système d'éducation, notre système social, il est donc forcément, ça se retrouve dans les mentalités, puisque la Fédération française, si on prend nous par rapport au tennis, la Fédération française de tennis reproduit un système qui est le système associatif et le système, voilà, au niveau de l'État en France, hein. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est très positif dans certains cas, mais pour le très haut niveau, pour la performance, il y a des choses qui sont un peu contradictoires, parce qu'on ne peut pas avoir, entre guillemets, un filet de sécurité trop important quand on est dans la compétition, parce qu'à ce moment-là, on va prendre un peu moins de risques, on va un peu moins investir sur la qualité, on va, tu vois, tu vois un peu tous les liens qu'on peut faire par rapport à la performance, qui est quelque chose sans filet, en fait. C'est l'engagement total qui compte. Ouais, mais ça amène ma question suivante, justement. Toi qui as commencé avec Jérémy Chardy, qui est jeune, que tu vas l'amener jusque le top 30, on va dire. Est-ce que dès le départ, quand il est jeune, c'est 12 ans, non? Je sais pas. Oui, 12 ans et demi. À ce moment-là, tu te dis, il a les qualités pour devenir pro. Comment aussi on peut miser sur un joueur ou pas, hein? Je sais pas comment ça se passe. Voilà, c'est ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'entraîneurs, bon surtout, et c'est regrettable, après 11 ans de super aventure, la fin était plus difficile, mais les discussions un peu négatives par rapport à certains entraîneurs ou personnes par rapport à ça me disent ouais, mais de toute façon c'est facile, tu as eu Jérémy Chardy. Donc forcément, il est arrivé 31e mondial. Je dis ok, moi ma réponse avec l'expérience, etc. Je dis ok, mais faites-le. Si c'est si facile de reconnaître à 12 ans et demi quelqu'un qui a le potentiel et de mettre en place, voilà, parce qu'après il y a le processus de mettre en place tout ce qu'il faut pour de 12 ans et demi jusqu'à 22 ans de monter 31e mondial. Si ça suffit simplement au fait d'entraîner un joueur qui a du potentiel, déjà, faut-il le reconnaître. Et pour moi, aujourd'hui, même avec mon expérience, je serais incapable de réellement de reconnaître quelqu'un qui a le potentiel. Par contre, je vais avoir des critères, évidemment, des critères qui vont faire que, d'abord, ça passe par moi, c'est moi, qu'est-ce que je veux faire en tant qu'entraîneur? Est-ce que je suis capable d'avoir une vision à long terme? Et ensuite, effectivement, de sentir qu'il y a des concordances en termes de potentiel par rapport aux joueurs, des concordances par rapport à l'environnement, par rapport à la famille. Et tout ça, en fait, ça a été mis en place avec Jérémy Chardy et ça a donné le résultat que ça a donné, qui est, à ma connaissance, je suis sûr, à part sur le circuit de vétérans, en France, on est le seul exemple de 12 ans et demi, en dehors du système fédéral, donc de 11 ans affiliés, d'arriver à 31e. On a le seul exemple en France. À l'étranger, il y a eu Edberg avec Picard, Tony Picard, Nadal évidemment avec Tony Nadal et Rafael Nadal. Il y a eu aussi à leur façon, il y a eu un peu Andy Roddick avec Tariq Benavides, mais sur une période plus courte. Il y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Donc pour ça, je veux dire que c'est justement on peut pas, on mise pas en fait. On sait ce qu'on veut. L'entraîneur il doit savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il est prêt à faire des sacrifices familiaux, à mettre en place sa vie professionnelle pour prendre des risques et en même temps contrôler un processus. C'est tout ça qui est en jeu, quoi. Mais à cet âge-là, est-ce que tu avais détecté chez lui des qualités mentales qui te disaient il pourra, ou techniques ou physiques, il pourra arriver vers le haut niveau? Enfin, ta conviction, toi, d'entraîneur, en fait, est-ce que tu ressentais quelque chose, ou même si tu savais pas, hein, mais est-ce que tu ressentais quelque chose par rapport à ce gamin? Il y a deux choses très importantes qui ont guidé au tout départ, et effectivement, après, les choses ont été progressives et ça a validé ces deux premières impressions. C'est que moi, personnellement, déjà, j'avais envie de transmettre les manques que j'avais eu en tant qu'entraîneur par rapport à un système. Donc, j'avais vraiment une envie de transmettre et de me prouver aussi quelque part à moi-même de faire mieux que ce que j'avais fait avec cette fibre de devenir entraîneur. Donc, ça, c'était très fort. Et ça s'est fait de façon naturelle dans le sens où il y avait ce jeune joueur qui était Jérémy Chardy que je trouvais qui avait des qualités. Déjà, les premières qualités, c'était les qualités physiques. Voilà, parce que c'est la seule chose que je pouvais juger et qui me permettait de faire le lien. Oui, il a des qualités physiques suffisantes pour atteindre voilà, un certain niveau. Voilà, donc moi, que j'avais mes références, que j'étais dans les 100 premiers, donc ça me paraissait à 12 ans et demi, je voyais ça. Mais après, tout de suite, comme ça, mentalement, j'étais incapable, même aujourd'hui, on ne peut pas juger sur un instant comme ça, même sur 6 mois, les qualités mentales, il faut plus de temps. Donc, c'était les qualités physiques. Et après, avec le temps, ça a été voilà, de mettre en place ce projet, de voir l'environnement, de créer un processus autour du joueur. Mais c'était simplement avec ces deux choses. Mais la plus importante, je dirais, c'était la passion et l'envie d'aller vers quelque chose qui était clair pour moi, quoi. Ouais, donc c'est allé au fur et à mesure, j'imagine, avec lui.
Tu as découvert en même temps, toi, qui t'étais en tant qu'entraîneur avec lui? Je n'aime pas trop le fait de dire, tiens, mais l'entraîneur, en fait, il se met au service du joueur, il donne au joueur, mais moi, je pars plutôt, c'est-à-dire que l'entraîneur, il a sa carrière à lui, il se fait plaisir à lui-même, il y a pas de, il faut pas faire une confusion. Le joueur, il a son projet, et l'entraîneur, il a son projet. Il faut pas qu'il y ait de confusion, ouais, mais l'entraîneur, il donne, il est celui qui fait. Non, non. Il faut bien séparer. Bien sûr, l'entraîneur, il transmet des outils, mais il se fait. C'est pas le bon terme, j'arrive pas à trouver, mais je veux dire, il a son propre développement, sa propre carrière. C'est deux choses distinctes, quoi. Et comme ça permet justement de mettre les choses à leur place. Voilà, comme avec les enfants, on n'est pas là pour. Il y a deux individus distincts et voilà, on s'élève mutuellement aussi, hein, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Oui, il faut que tu trouves ton compte aussi, toi. Exactement. Voilà, on se met pas de côté, quoi. Et par rapport au mental, maintenant que tu as beaucoup d'expérience là-dessus, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence au niveau mental entre alors, je ne sais pas si on peut mettre les 3 meilleurs là en ce moment qui sont quand même des phénomènes, mais globalement, qu'est-ce qui permet d'arriver à très haut niveau ou dans les meilleurs selon toi? Est-ce qu'il y a des qualités mentales spécifiques? Qu'est-ce que tu as pu observer chez les joueurs? C'est sûr que bon, voilà, là, si je devais mettre en avant, mais c'est difficile comme ça de faire le tri, mais c'est d'être capable d'avoir très tôt quand même, parce que ça joue très tôt, d'avoir une vision très forte, quoi, d'avoir une vision très forte qui vient, alors qui est donnée peut-être par l'extérieur au début, et puis après ça prend le relais, d'avoir une vision très forte, d'avoir cette passion, cette envie voilà, et voilà, on le voit bien avec la vidéo de Djokovic, là où déjà quand il a 6 ans, il dit qu'il veut être numéro 1 mondial, c'est super, mais c'est ça d'avoir une vision très forte et comme le chemin est très long, c'est d'être voilà cette qualité d'adaptation et d'envie de voir tous les obstacles en fait comme des tremplins parce que la vision est tellement forte de toute façon que voilà même les échecs ne vont pas venir altérer voilà après je dirais c'est ça qu'on voit sur le terrain parce que la compétition si on résume ça c'est quelque part c'est un bras de fer avec une autre personne et c'est celui qui va tenir le plus donc forcément quand tu arrives au top ben, tous ils ont des bras très costauds pour tenir. Et donc après, effectivement, les derniers pourcentages se font sur l'aspect mental. Mais attention à ne pas oublier que on peut avoir un mental très très fort, d'accord, résilience. Mais si on n'a pas fait les bonnes répétitions techniques, et voilà, ça va pas servir à grand chose. Donc voilà, il y a quand même aussi un ordre. Il y a quand même un ordre que parfois, je veux dire, quand les joueurs, les très hauts joueurs, ils font ceci. Maintenant, c'est un peu à la mode que ça se passe dans la tête. Moi, je sais qu'en tant qu'entraîneur, je prends soin d'expliquer un peu ce processus-là. C'est-à-dire que si à un moment donné, ta balle, elle n'est pas bien centrée, tu auras beau avoir un mental d'acier, si tu n'as pas la bonne prise ou tu ne centres pas bien, tu n'auras pas le même obstacle que Djokovic. Il ne faut pas oublier qu'il a un super timing qui vient certainement d'une bonne technique, une bonne préparation physique, etc. quoi. Et quand on travaille avec un joueur qui a, je ne sais pas si toi tu le considères comme ça, un talent comme Félix, est-ce que ça modifie un peu la manière de travailler avec lui par rapport à d'autres joueurs et aussi comment tu gères cette précocité entre guillemets qu'il a et il paraît assez mature de l'extérieur. Comment tu gères cette spécificité-là? Voilà, donc là, pareil, adaptation, chaque entraîneur, moi j'ai mes filtres personnels par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai la chance de travailler, bon, ben ça s'autonome, un super athlète, c'est un athlète déjà exceptionnel par ses qualités, et il a bien bossé aussi avec les personnes qui l'ont fait travailler, je veux dire avant, parce que là aussi, il y a le potentiel, mais voilà, il a bien bossé, il a une tête bien faite, c'est-à-dire que, je veux dire que les choses elles sont à leur place, tous ces aspects vision, mettre les choses, voilà, le regard extérieur à un certain endroit. Donc tout ça, je peux dire qu'au tout départ, je connaissais que Félix, mais après j'ai appris à connaître son entourage, et notamment ses parents. Et là, je peux dire que son éducation a une grosse part dans le fait que sa maturité, tout ce qu'il en ressort, de la façon dont il s'exprime aux médias, comment il peut être capable à son jeune âge d'échanger avec ses entraîneurs. Mais là, voilà, c'est une grosse part de son éducation et aussi de son caractère hein, qu'il a naturellement. Et donc, avec ça, ça lui a permis, avec ses qualités physiques et voilà, une tête qui est bien faite, ça lui a permis d'avoir des résultats précoces. Et donc là, forcément, comme les choses se sont faites progressivement, et en fait, voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est que bon, voilà, il a 18 ans, 19 ans, il est dans le top 20, donc il est très en avance par rapport à l'ensemble des joueurs, il est à peu près au même niveau que les très bons joueurs. Bon, avec cette interruption, ce qui est bien, c'est que ça va remettre un peu les choses à leur place aussi, comme ça on va un peu moins parler en termes de timing, parce que chaque joueur a son timing, il faut aussi casser les attentes, chaque joueur a son timing,
Donc Félix, lui, il est précoce, mais il est précoce parce qu'il y a eu plein de choses avant qui ont été faites. Donc finalement, c'est qu'une progressivité par rapport à lui quand on va regarder sur la partie immergée de l'iceberg. Ouais, mais justement, ça c'est intéressant parce que est-ce que toi tu travailles avec lui à lui faire comprendre parce qu'il a déjà fait 5 finales, il n'a pas encore gagné de titre. Tu en parlais tout à l'heure, mais comment tu gères l'impatience d'un joueur qui a besoin de résultats aussi, peut-être pour lui se sentir mieux? Comment tu arrives à quel discours tu peux tenir par rapport à ça? Ben voilà, écoute, tu as déjà dans ta question, parce que c'est pas la première à poser la question. Déjà, une façon qui est simple, c'est déjà par rapport aux joueurs, c'est-à-dire de reformuler de façon positive. C'est-à-dire déjà, il a fait 5 finales à son âge, donc déjà ça c'est très important. Ceci étant dit, ben forcément le joueur lui il veut gagner, donc il veut gagner cette finale, il veut en gagner d'autres, etc. Donc après c'est toujours ce dosage. L'entraîneur, c'est le gardien du processus avec toute son équipe. Le joueur, lui, il veut gagner le résultat. Il n'a pas besoin d'être dans tout le processus. Il en connaît les grandes lignes. Et en fait, si toi, en tant qu'entraîneur avec ton équipe, tu es bien clair par rapport à ça, le joueur, il va le sentir. À l'entraînement, les choses vont se faire. Donc, il va avoir la confiance et naturellement, il va arriver à gagner, non pas son premier titre, parce qu'il a déjà gagné des tournois Challenger. Il a déjà gagné. Donc là, on parle de titres sur les 250 sur les 500 et il y a de très grandes chances qu'il gagne un gros titre avant d'en gagner un plus petit, puisque les 250. Voilà un peu le processus. Ouais, mais enfin, le joueur est toujours impatient. Il a besoin de valider aussi tout ce qu'il fait quelque part. Et il voit que la réussite en général. C'est intéressant que toi, si toi tu as confiance dans tout ce processus, en fait, ça permet de stabiliser ton joueur par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est ça. On est en plein après, c'est la question existentielle de l'humain. C'est-à-dire qu'être dans le moment présent, c'est le plus important de toute façon. Donc le joueur, lui, le joueur ou tout le monde, on va être forcément… Le futur, c'est l'incertitude. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux si on ramène de toute façon ton travail, toi, en tant que psychologue, ou mon travail en tant qu'entraîneur, de toute façon, ce qui compte, c'est le moment présent. Et après, tu peux dire, effectivement, tu te retournes derrière, j'ai fait ça. Tout se joue dans ça parce que personne n'a la réponse, que ce soit l'entraîneur ou le joueur, personne ne connaît l'avenir. Donc ça se repose simplement sur une alchimie qui fait que on partage une vision, on a confiance les uns envers les autres, mais d'abord la confiance ne doit pas passer sur soi. C'est-à-dire que si Félix ou le joueur que je vais entraîner, il sent que déjà qu'il y a des parasites entre ce que je vais faire, ce que je vais dire, et donc ça veut dire que forcément moi je suis pas déjà moi-même très structuré dans mon processus. Les athlètes, quand tu travailles avec des athlètes qui sont déjà à un certain niveau, que c'est comme des pur sang, quoi. Ils vont sentir la moindre transpiration ou le moindre doute en ta personne. Et donc, forcément, c'est pour ça que ça revient à ce que je dis. C'est-à-dire que tu peux pas entraîner un joueur calibre de Félix si toi, tu as pas eu une certaine expérience, si t'es pas à un certain niveau. Ça se fait pas comme ça. Ou alors, ça dure une semaine, quoi. Donc là, ça fait 4 ans avec, là aussi, c'est important de préciser, c'est-à-dire j'entraîne Félix avec Guillaume Marx, qui est aussi un autre entraîneur. On est à 2 entraîneurs. Et donc là, c'est peut-être un autre sujet, mais pour moi, c'est quelque chose d'inédit, mais ça fait déjà 4 ans qu'on le fait et on peut dire avec un certain résultat. Et donc là, c'est aussi toutes ces choses-là, elles sont intéressantes, quoi. Elles sont très intéressantes parce que il y a plein d'avantages. Il y a aussi des difficultés, mais il y a plein d'avantages. Et donc là, on est dans la psychologie qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire que c'est comment faire que des individus soient ensemble et arrivent à faire des choses exceptionnelles. Mais ça se joue avec tout ce qu'on a un peu dit là. Parce que là, après le chemin, la vérité, moi je pourrais pas reproduire. Moi, je veux dire. Et je pense que personnellement, tu peux pas reproduire. Après, tu as des personnes, effectivement, qui, en pourcentage, quand même, arrivent à réussir, quand même. Donc, voilà, moi, je peux simplement dire, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné Jérémy Chardy, il est monté de 15,5 à 30 mondial. Après, Caroline, c'était un certain temps, elle était en junior, mais elle était 250e, elle est montée 120e mondial. Donc, ensuite, Vacek Pospisil, 240e à 25e mondial. Avec Félix, il était qu'à 100e quand on a commencé, mais il montait 17e. Donc, il y a eu une certaine progression. Donc, ça te donne une légitimité. Et après, ça veut pas dire que forcément, si je prends un autre joueur, mais bon, tu peux te baser sur des faits aussi, quoi. Donc là, pour revenir à ce que tu disais juste avant, est-ce que tu as l'impression que toi, tu es prêt à ce que ton joueur gagne un grand chelem? Exactement. Là, c'est quelque chose qui n'aurait pas été naturel, mais aujourd'hui, pour moi, d'exprimer qu'en tant qu'entraîneur, je me sens prêt à collaborer et à entraîner un joueur qui sera capable et de réaliser donc cette victoire en grand chelem en 5,
c'est quelque chose que je ressens. Parce qu'on m'avait déjà posé cette question et au fond de moi, ben, à un moment donné, je me sentais pas forcément prêt. Ou alors en tant que joueur, si on m'avait posé cette question, mais des fois, il y a quand même, bon, tu vois, on sent au fond de soi si on se sent prêt ou pas, tu vois. Alors que là, bon, ben, compte tenu de l'environnement, de ce que je suis, du joueur que j'entraîne, ben, c'est quelque chose ce n'est plus quelque chose qui est que de l'ordre du rêve, mais c'est quelque chose qui rentre dans un objectif. Donc là, déjà, c'est différent. Sur quoi tu vas te repérer, toi, je ne sais pas si c'est en termes d'attitude ou de comportement, pour adapter ta communication, je ne sais pas, avant un match, si le joueur se sent moins en confiance, s'il a peur, enfin voilà, tout ce qui peut arriver avant un match dans le vestiaire ou à l'entraînement d'avant où tu sens qu'il y a une fébrilité. Sur quoi tu vas te repérer chez tes joueurs pour t'adapter ou savoir vers quoi tu vas aller ou est-ce que tu dois être silencieux, est-ce que tu dois parler, enfin tu vois, faire ces choix-là de communication. Ouais, ben là, c'est vraiment que de l'ordre de l'instinctif, parce que là, Ouais. on est plus dans le moment de la réflexion, c'est l'intelligence du moment, c'est l'instinctif, ce qui ne veut pas dire que l'instinctif, pour moi, c'est aussi des habitudes, hein. C'est-à-dire qu'on progresse avec le temps, c'est cette capacité, je veux dire, à reconnaître les mauvaises habitudes des bonnes habitudes et avec le temps d'y travailler, et après, quand on est dans la situation, on va faire, comme c'est instinctif, c'est sur le moment, c'est de l'ordre de la réaction, c'est notre compétence, notre instinct qui va jouer, donc là, c'est important, comme je te dis, même pour l'entraîneur d'avoir son développement personnel, c'est d'avoir aussi cette capacité à avoir une personne qui va travailler pour s'améliorer, qui compresser le temps d'apprentissage, avec des outils qui sont importants, qui sont, les outils d'échange, d'apprentissage. Il faut aussi l'entraîneur, il doit aussi être stimulé, sortir de sa zone de confort. Et est-ce que tu as en souvenir une phrase clé ou une phrase que tu as pu dire à un moment donné à un joueur qui a fait basculer un moment ou un état d'esprit qu'il avait? Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, il y a plein de moments clés comme ça. Il y a plein de moments clés. Et je dirais, sans rentrer dans le détail, mais en fait, les moments clés, ils se passent quand même dans des moments difficiles. Voilà, il y a toujours des moments de rupture. Dans une saison, quand tu entraînes un joueur, il y a des moments de rupture. Et ces moments de rupture, ils sont souvent lorsque la pression est élevée, lorsque le moment est difficile, parce que là, c'est des moments de vérité. De toute façon, tu n'as pas d'autre choix que d'être complètement clair, d'être, comme on a dit avant, tu peux pas être gris, quoi, hein, c'est blanc ou noir. Voilà, quand tu es dans ce moment de vérité, quand tu es aussi, l'entraîneur peut être dans la zone. Là, quand tu es dans la zone, et là, tu sens que ce que tu dis, c'est complètement cohérent avec ce que tu as dans ton cœur, et le joueur, il le ressent. Voilà, le joueur, il le ressent, et ça, pam. Et là, et bien souvent, ça amène. Alors, et j'ajouterais à ça, ces moments-là, forcément, il faut pas que ça soit trop répété. C'est pas de l'ordre de la colère, mais on est quand même un peu en corps à corps avec son joueur. Et moins tu as des moments comme ça, et meilleur entraîneur tu es, parce que ça veut dire que tu as été en prévention de plus en plus. Après, il y a des choses qui font que des fois c'est nécessaire, parce que des choses que tu contrôles pas, même en prévention, tu vas arriver au blocage. Et avec ton joueur, c'est un peu la même chose. Voilà. Ouais, donc tu sens les choses arriver et peut-être tu désamorces plus tôt ou tu fais en sorte que ça n'arrive pas complètement. Enfin, parfois ça peut aider, mais ça n'arrive pas à la rupture ou tu essayes d'anticiper sur les besoins de ton joueur. Et je vais prendre une analogie qui me paraît importante, parce que s'il y a des entraîneurs qui vont nous écouter par rapport à ça, le tennis, c'est pas un sport de contact. Okay, il y a des blessures. Mais pour moi, le tennis, je veux dire, la blessure fait partie de quelque chose qui rentre dans un processus de maîtrise. C'est-à-dire que si ton joueur se blesse en tennis, c'est qu'il y a quand même aussi une partie du travail du team autour du joueur, qui doit être adaptée. Ça, c'est très important. Et ça, c'est une analogie pour expliquer aussi l'aspect mental. C'est-à-dire que la blessure en tennis, évidemment, après, il y a l'entorse, il peut être des accidents, etc. Mais c'est important, si on est en prévention, si on a bien pris en compte tous les paramètres, toutes les informations, normalement, on doit être capable de ne pas arriver à ce point de rupture qui est un peu, entre guillemets, un peu un clash de la colère avec son joueur ou avoir une blessure trop importante. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi du rôle de l'entraîneur et de l'équipe. Et je me demandais aussi si tu travaillais avec certaines techniques mentales, je ne sais pas, sur la respiration, la visualisation. Est-ce que c'est des choses que tu utilises, toi, dans ton travail? J'utilise, oui. J'utilise, après, c'est le travail du spécialiste qui travaille avec mes joueurs, où là, ils rentrent plus en détail, mais quand on est à un stade où le joueur n'a pas les moyens d'avoir toute cette structure autour de lui. Donc ça, c'est forcément, je crois personnellement beaucoup à la respiration, parce que c'est quelque chose qui
qui est assez facile à contrôler. Le fait d'être tiré à la frappe, par exemple, pour moi, voilà, on libère une énergie. Voilà, la visualisation aussi, parce que je trouve que lorsqu'on est capable de visualiser, de mettre des émotions autour de la visualisation, si le joueur est quand même déjà habitué à ces petites techniques que pas n'importe quel, mais les entraîneurs qui sont sensibles à ça, je veux dire, tu sais de quoi je parle, mais déjà de ces petits outils qu'on peut utiliser en tant qu'entraîneur, c'est des choses que j'utilise, ouais, qui font déjà partie intégrante de mon entraînement. Voilà, que ce soit dans l'échauffement ou dans la récupération, voilà, d'intégrer voilà, ces petits outils simples. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil ou quel conseil tu donnerais à un jeune joueur là, qui nous écoute, qui a envie d'être pro? Toi qui es entraîneur, voilà, quel conseil tu aurais envie de lui donner? Il y en a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de conseils, mais bon, si c'est un jeune joueur voilà, en dessous de 18 ans, quand c'est un jeune joueur dans la formation, de toujours penser, d'avoir toujours cette vision à long terme, pas penser à court terme, voilà, de bien avoir une bonne réflexion. Ça, pour moi, c'est la première pierre, c'est de devoir une réflexion de son projet à long terme. Voilà, moyen-long terme, si c'est vraiment plus difficile pour lui, parce qu'il n'a pas l'éducation ou l'entourage qui lui permettent, mais de se poser, parce que s'il n'y a pas déjà cette première pierre, c'est où est-ce qu'on veut aller, forcément, si on a une vision à court terme, on est que dans le résultat, on va pas pouvoir accéder aux autres étapes, parce que si on prend une analogie, un exemple, s'il y a un jeune joueur qui est que dans le résultat trop tôt, il va développer des stratégies qui vont peut-être le bloquer pour les étapes suivantes au haut niveau. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.